Alors, j'ai fait passer un document, je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Oui. Alors, il s'agit, donc, avant que je commence, hein, donc d'un poème écrit par John Tolkien, hein, J.R.R. Tolkien, hein, J.R.R.T., donc, qui s'appelle Mythopoeia, qui n'a été traduit en français qu'en 2007. Et comme j'expliquais aux premiers arrivés, je n'ai pas mis la main, j'ai pas eu le temps de mettre la main sur la traduction, et encore moins le temps de commettre ma traduction. Donc, pardonnez le cas échéant le fait qu'il soit en anglais, bon, c'est la langue originale, hein. Nous aurons l'occasion d'examiner quelques passages de ce poème qui nous permettront ensuite de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, sans faire injure à l'auteur, hein. Alors, pour commencer, évidemment, on va parler du titre de ce poème, la Mythopoeia. Alors, je vais faire quelques considérations très, très générales, hein, peut-être un peu fastidieuses, mais que j'espère vous permettront d'acquérir une sorte d'outillage notionnel que j'essaierai d'illustrer par la suite. Alors là, la mythopoeia, c'est ce qu'on appelle une métafigure en littérature, hein. C'est donc, comme son nom l'indique, ça vient du grec, hein, soit mythopoeia, soit mythopoiesis, hein, les deux formes existent. Donc du grec mythos, mythe, récit, et toujours du grec poiein, qui signifie faire, hein, poiesis, poésie. Donc ça, c'est littéralement la fabrication de fables, la création consciente d'un mythe ou d'une mythologie personnelle. Donc c'est passé en français sous la forme mythopoïèse, hein. En critique littéraire, on parle volontiers de mythopoïèse. Alors, à la différence des mythologies traditionnelles qui se construisent au fil des siècles, des traditions orales, etc., la mythopoïèse, c'est véritablement une fabrication. Et c'est une fabrication qui s'opère de la main, de la plume d'un auteur, la plupart du temps, en quelques années. Donc c'est quelque chose de conscient, de volontaire, de construit. Et c'est très différent de la mythologie qui, parfois, elle-même est son propre auteur, si on peut dire, hein. Dans la mythopoïèse, il y a vraiment une dimension d'auto-référence. Puisque construire un monde à part entière permet justement d'en construire également la cohérence. Alors, petite précision également d'ordre théorique, on différencie volontiers la mythopoïèse, les mondes mythopoïétiques, des mondes purement fantastiques, dans la mesure où, dans les mondes fantastiques, eh bien, tout est inventé, tandis que dans la mythopoïèse, on a toujours besoin d'un arrière-plan, d'un raccord historique, archéologique, littéraire, qui permet, en quelque sorte, eh bien, d'apporter une sorte de crédit, de crédibilité à l'œuvre, et de la faire passer aussi plus facilement au public moderne, au lecteur moderne, hein. Alors, c'est un genre, en fait, qui n'a pas vraiment de père. Tolkien est l'auteur de ce texte, Mythopoeia, mais c'est un genre qui n'a pas véritablement de père, puisqu'on peut considérer que sont des mondes mythopoïétiques, par exemple, le monde de Rabelais, le monde de Proust également, William Blake, chez nos amis anglo-saxons, Jonathan Swift, hein, Les Voyages de Gulliver, Samuel Coleridge également. Donc, pour conclure, hein, sur ces considérations théorique, hein, donc la mythopoïèse qui repose alors sur une histoire fictive, une cosmogonie fictive, mais dans un souci de cohérence, cohérence qui est souvent renforcée par des documents qui ont l'apparence globale d'éléments concrets, réels, voire scientifiques, comme les cartes, les glossaires, les appendices divers, hein, comme on pourra le voir par la suite, notamment chez Tolkien. Je vais donc maintenant, après ces considérations générales, évoquer donc l'histoire littéraire, si on peut dire, de ce genre mythopoïétique. Alors, un des premiers auteurs chez qui on peut parler de mythopoïèse, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Voilà, c'est un certain Phérécide. Alors, Phérécide de Syros, alors vous voyez deux représentations de ce personnage, hein. Phérécide, alors vous avez en abréviation ici Phous, qui est l'abréviation de Philosophus. Donc c'est un penseur grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui, bien évidemment, comme tous les Grecs de son époque, est éduqué, élevé dans la tradition de ces récits de la mythologie grecque. Mais on doit rappeler la chose suivante, c'est que la mythologie grecque n'est pas du tout
conçus comme les récits des religions révélées. La mythologie grecque ne repose sur aucun livre faisant autorité, etc. Or, ce qui fait la singularité de Phérécide, eh bien, c'est qu'il va écrire une cosmogonie, non pas conçue comme simple récit, simple mythos, mais comme, selon lui, une véritable explication de l'état du monde dans lequel il vit. Et il va évidemment non seulement créer sa propre histoire, mais alors s'inspirer, comme je vous le disais tout à l'heure, s'inspirer d'existants, c'est-à-dire qu'il va prendre par exemple le personnage de Zeus, dont tout le monde a entendu parler, qui est le père des dieux et une figure incontournable de la chronologie mythologique grecque, et il va transformer son nom. Zeus va devenir, alors c'est simplement un changement de syllabe, mais ça a son importance. Il va changer le nom de Zeus, et Zeus va devenir Zas, Z-A-S. Alors, quelle différence me direz-vous? Tout simplement, en grec ancien, Zas, ça signifie celui qui vit. C'est-à-dire que Phérécide va réinterpréter, va rationaliser en quelque sorte la mythologie en disant les autres donnent le nom de Zeus à ce principe primordial, au père des dieux. Et moi, en fait, je vous explique qu'il s'agit d'un personnage qui s'appelle Zas, c'est-à-dire qu'il représente le vivant en général. Donc on a un glissement de l'aspect mythologique à un aspect beaucoup plus rationalisé. Et il va prêter à ce personnage de Zas des aventures assez particulières. Notamment, Zas va être considéré comme le véritable principe qui maintient le monde en cohérence. Donc le premier mythopoète, si on peut dire, ce serait ce Phérécide. Alors, toujours dans le monde grec, pour ceux qui m'ont entendu la dernière fois, il y a aussi notre ami Strabon. Alors Strabon, c'est un géographe grec, mais d'époque augustéenne. Il a vécu à l'époque donc de l'empereur Auguste, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Et si vous vous souvenez, Strabon, donc c'est un peu un pionnier de la science géographique, mais il attache une grande importance à la réhabilitation d'un poète célèbre, en l'occurrence Homère, en disant, bon, il est vrai qu'Homère n'est pas un spécialiste, n'est pas un scientifique, n'a jamais fait profession de science, mais on peut considérer que dans l'œuvre homérique, dans les récits, dans les mythes, dans les fables rapportées par Homère, eh bien, il y a des éléments utilisables pour la compréhension, une meilleure compréhension de notre monde, de notre univers. Donc, c'est un des rares auteurs, Strabon, des rares auteurs grecs chez lesquels on trouve le mot mythopoïa. Hein, si vous voulez quelques statistiques, dans toute la littérature grecque conservée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Hein, tout ça a été numérisé, donc on peut faire des recherches sur un ordinateur très facilement, donc ça fait comme des milliers de pages, mais avec les machines d'aujourd'hui, c'est facile. Eh bien, le mot mythopoïa apparaît 27 fois. Dans toute la littérature grecque, sur à peu près 1000 ans de littérature grecque, le mot apparaît 27 fois, dont 15 chez Strabon. Et je vous ai mis ici une citation. Donc la version d'origine en grec et la traduction dessous, il dit, donc dans cette perspective de réhabilitation d'Homère comme source d'information géographique, il dit « Les mythopoïèses ne sont pas signes d'ignorance », c'est-à-dire que la fable ne doit pas être rejetée d'un bloc comme simplement un récit fait pour divertir les esprits faibles et les éloigner simplement de la dureté de leur quotidien. Non, les mythopoïèses, les fables, eh bien, sont potentiellement une source de savoir. Alors, je dis ça en creux de la citation de Strabon, il dit « Ce ne sont pas un signe d'ignorance », sous-entendu, pour qui sait lire la fable, pour qui sait l'interpréter, pour qui sait y trouver, pour qui a la culture nécessaire pour y trouver du sens, la fable est donc potentiellement source de savoir, de connaissances. La plupart du temps, de connaissances empiriques, de connaissances pratiques, puisque les fables mettent souvent en scène des épisodes, certes fabuleux, mais avec une sorte de perspective intemporelle et universelle. Hein. C'est le principe des fables qui fait d'ailleurs qu'elles se transmettent jusqu'à nous. Bon. Alors voilà donc pour ce qui est de Strabon, on avance un petit peu dans le temps. Le mot mythopoïèse ensuite apparaît une fois chez Platon, et encore pas sous cette forme précise,
Platon parle des mythopoètes, c'est-à-dire ceux qui écrivent des fables, mais alors Platon en parle de manière très 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 péjorative. Vous savez qu'il veut en quelque sorte les chasser de sa cité idéale, puisqu'il détourne l'esprit de l'un, de l'idée. Poète étant simplement, vous savez, Platon fait cette célèbre distinction entre poiesis et praxis. La praxis est la pratique, je dirais, qui a sa fin en elle-même, donc qui est habitée d'un sens, tandis que la poiesis, c'est une fabrication d'un objet, d'une notion, mais qui n'a de portée que par rapport à l'extériorité. Donc on s'éloigne de l'idée de l'un, si on peut dire. Bon, alors on fait un bond de 1500 ans, en quelque sorte, dans le temps, et le mot mythopoïèse, il réapparaît en anglais vers 1846. C'est une époque où on est, je dirais, dans le post-romantisme et on réfléchit beaucoup sur les mythes, les fables. Nos amis d'Europe du Nord s'aperçoivent ou se sont aperçus déjà depuis un certain temps, que le monde classique n'est pas forcément le seul univers canonique esthétique, et que la matière anglo-saxonne ou germanique peut donner lieu à des œuvres littéraires, parfois constitutive un peu de l'esprit des nations. Donc l'aspect romantique, je dirais le renouveau idéologique suscité par le romantisme fait qu'on s'intéresse de nouveau aux fables, au folklore, aux récits légendaires, matinés d'une sorte d'atmosphère médiévale ou médiévalisante, si vous voulez. Alors, j'en viens maintenant donc au poème Mythopoeia, donc écrit par J.R.R. Tolkien. Vous voyez, vous avez ces dates. Bon, je ne peux pas prendre trop de temps pour le présenter parce que je n'ai qu'1 heure et demie à peu près. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de cet auteur, qui est longtemps resté connu en France ou dans l'Europe latine, on peut dire, comme connu, je dirais, de certains cercles de personnes qui s'intéressent à la littérature dite de genre ou à des univers culturels, par exemple comme le jeu de rôle ou tout ce qui avait trait à la fantaisie, avec un Y. Bon, il y a eu le succès que l'on sait des adaptations cinématographiques, et le monde latin, si on peut dire, la critique latine, a découvert qu'en fait cet auteur était déjà connu et reconnu chez les anglo-saxons. Il y a une statistique qui n'est pas forcément facile à vérifier, qui dit que aux États-Unis et en Angleterre, le Seigneur des Anneaux, par exemple, est l'ouvrage le plus lu après la Bible, ce qui est quand même non négligeable. Donc, Mythopoeia, c'est un poème, comme son nom l'indique, que John Tolkien écrit. La date exacte, c'est dans la nuit du 19 septembre 1931, au Magdalen College à Oxford, puisqu'il est d'abord étudiant à Oxford, puis enseignant dans cette université, enseignant de littérature anglo-saxonne ancienne, donc un médiéviste, linguiste, philologue, comme on dit. Et dans cette université, il rencontre un autre écrivain, du moins un homme qui va devenir ensuite un écrivain, qui est C.S. Lewis, dont vous avez certainement entendu parler, ne serait-ce que par les adaptations cinématographiques dont il a également fait l'objet récemment, l'univers de Narnia. Je vois des hochements de tête, donc je présume que ça vous est familier. Et donc, un poème écrit dans le prolongement d'une discussion, dans ces chambres d'étudiants typiques, avec moulures, boiseries, fauteuil club et feu de cheminée, sur le statut des fables. Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé de Strabon défendait Homère, disait il faut défendre un poète comme Homère. Les fables ont droit de citer en littérature, mais aussi en sciences. Et vous aviez un personnage comme Ératosthène, qui disait à l'époque, le recteur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui disait les fables sont juste bonnes pour les femmes et les enfants, en quelque sorte. Chez Tolkien et C.S. Lewis, on a un petit peu la même chose. Dans ce poème, que tout le monde, non, peut-être pas tout le monde là, il y en a au moins un pour deux à peu près. Oui, non. Ah voilà, c'est là. Voilà. Si vous voulez les diffuser à bâbord, peut-être, ça sera... Donc, comme vous pouvez le constater, ce poème, alors techniquement, il est écrit
il fait à peu près 150 vers. Il est écrit en différents couplets qu'on appelle les couplets héroïques. Je ne sais pas s'il y a des étudiants anglicistes ici, je pense que oui, peut-être. En tout cas, il y a des collègues de la matière. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un couplet héroïque en anglais? C'est un peu comme une variante, un peu comme le sonnet marotique ou italien en français. Le couplet héroïque anglais, c'est un format de versification qui est assez typique du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières anglais. Et on pense que Tolkien a choisi ce format justement parce que le XVIIIe siècle étant grosso modo considéré comme le siècle du rationalisme, il a voulu se moquer un petit peu de ce formalisme peut-être hyper ou excessivement rationnel, en le reprenant dans un poème qui, lui, justement, prend la défense de la fable, du conte. Et donc, si vous avez votre poème sous les yeux, vous voyez que ce poème a une dédicace. Alors, il est dédicacé à C.S. Lewis, qui a dit que les mythes étaient des mensonges et donc étaient sans valeur, même si, comme il y a une citation de C.S. Lewis, même si les mythes sont soufflés, respirés à travers l'argent. Et donc, l'auteur ici de ce poème, il est appelé Philomitus, et il s'adresse à Misomitus. Donc, là, ce sont littéralement des surnoms. Le Philomitus, ça veut dire celui qui est l'ami des mythes, qui s'adresse à celui qui est les mythes, qui déteste les mythes. Donc là, on voit aussi que Tolkien a une formation classique, puisque en se mettant en scène, lui et son interlocuteur, comme des personnages avec des surnoms, je dirais, à consonance grecque, bien, il reprend un petit peu le format des dialogues de philosophes de l'Antiquité. Souvent, dans des dialogues philosophiques des anciens, très souvent, les personnages avaient des noms qui eux-mêmes étaient porteurs de sens. Alors, voilà donc ce poème. Mythopoeia, écrite en une nuit, alors publié en 1939. Avant d'entrer dans le détail, il faut considérer que ce poème, est à mettre en parallèle avec une autre œuvre théorique de Tolkien, puisque là on est dans une œuvre littéraire, une autre œuvre théorique de Tolkien qui est voilà, On Fairy Stories, qui est un essai de 1947, littéralement des histoires de fées, qu'il commence à écrire à partir de 1939, mais qui est publié en 1947. C'est je dirais, la somme tolkienienne de sa propre théorie. Il est issu, c'est un essai plutôt, qui est issu d'une conférence donnée à l'université de St Andrews en Écosse en 1939. Donc ensuite, on peut considérer qu'il s'agit ici des actes de cette publication. Tolkien théorise dans cet essai son point de vue sur le genre mythopoétique et il introduit des concepts comme celui de la bonne catastrophe, c'est-à-dire le bon rebondissement du conte de fées qui produit du plaisir, etc. Cet essai se situe chronologiquement entre la publication du Hobbit et celle du Seigneur des Anneaux, et fait en quelque sorte ouvre le tremplin, si vous voulez, pour le grand œuvre qui est le Seigneur des Anneaux, qui est vraiment la projection la plus étendue qu'il puisse y avoir sur le monde créé par l'auteur. Alors au-delà de ça, on peut dire que cette œuvre, comme je vous le disais tout à l'heure, du conte de fées, elle s'inscrit plus largement dans la continuité de ses études, ses critiques littéraires du XIXe siècle post-romantique, qui concernent le folklore et les mythes. Voilà, on a peut-être assez écrit sur l'esthétique classique. Maintenant, on peut essayer de s'intéresser aux éléments poétiques qui se trouvent sous les pierres de notre jardin. En gros, c'est ça. Bon. Alors, petite parenthèse un peu dans la foulée de ce que je viens de dire, il ne faut pas faire de Tolkien un ennemi du rationalisme. Simplement, on peut considérer que, dans le poème que nous allons aborder maintenant, Tolkien considérait que, tout en étant lui-même un rationaliste, il était professeur de fac, donc il corrigeait des copies, mettait des notes et il savait tenir un barème. Mais il ne pensait probablement pas que le modernisme devait être strictement basé sur le rationalisme. Il considérait que le modernisme ne devait pas se couper de
bien d'une part de fable.